Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, les temps forts de l'actualité politique et parlementaire en 45 minutes avec Mickaël Zamès. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël, et c'est une semaine sous le signe de l'environnement avec le coup d'envoi de la COP 21. Les grandes semondes ont retrouvé François Hollande au Bourget près de Paris, au chevet du climat. La France veut faire de ce rendez-vous une réussite dans la lutte contre le changement climatique, mais pas facile de satisfaire les intérêts de tous. Les critiques de plus en plus vives contre l'état d'urgence, Bernard Cazeneuve défend son dispositif d'exception, annonce la fermeture de 4 mosquées, les défenseurs des libertés individuelles et certains parlementaires dénoncent quelques dérives. Et puis c'était donc les derniers jours de campagne pour les élections régionales. Les candidats ont jeté leur dernière force dans la bataille. Le Front National est en tête des intentions de vote au niveau national au premier tour. Front républicain ou pas contre le FN, les partis se divisent. Notre invité cette semaine pour commenter toute cette actualité, David Racheline, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Front National, maire de Fréjus, sénateur du Var. Vous allez commenter toute cette actualité et on va commencer bien évidemment par l'actualité de l'environnement. L'environnement est lundi 150 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent à Paris pour le coup d'envoi de la COP. C'est donc parti pour 15 jours de débat sur le climat. Les grandes semondes ont posé aux côtés de François Hollande pour la photo de famille. Et puis les discours se sont succédés à la tribune, chacun promettant des mesures pour éviter un réchauffement de la planète à plus de 2 degrés. Il faut trouver un accord contraignant, a martelé François Hollande. Écoutez. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont 2 grands défis mondiaux que nous devons relever. Parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. Est-ce que pour vous, David Racheline, François Hollande a pris un risque politique en organisant et en maintenant cette COP 21 s'il n'y a pas d'accord contraignant ? Je crois qu'il est dans son rôle de président de la République et que c'est une initiative qui est plutôt positive à l'évidence. Le véritable problème, c'est qu'un certain nombre de grands débats urgents ne sont pas abordés dans le cadre de cette grande réunion des chefs d'État. Le patriotisme économique, les circuits courts, le fait qu'aujourd'hui, à cause du mondialisme, à cause de l'idéologie prônée par les grands de ce monde, on produit à des milliers de kilomètres de là où on consomme et on retraite ces mêmes produits encore plus loin. Ce que vous appelez le libre-échance. Ce que j'appelle le libre-échange mondialisé, absolument, qui sont de véritables dangers pour notre pays, pour son économie, pour notre société, mais aussi pour l'écologie, non seulement française, non seulement européenne, mais aussi pour l'écologie mondiale. Et ce sont des sujets qui ne sont pas abordés, je le regrette, parce que je pense que ça apporterait vraiment au débat. Vous demandez en fait un nouveau modèle économique, c'est ça? Absolument, il faut le réformer de fond en comble. Notre modèle, c'est clairement le patriotisme économique, c'est le fait de produire au plus près, c'est de favoriser les circuits courts. Enfin, écoutez, dans un certain nombre de nos cantines, on mange des produits qui sont fabriqués à plusieurs milliers de kilomètres, ça n'a aucun sens. Il faut évidemment faire en sorte de faire travailler d'abord nos agriculteurs, par exemple dans ce domaine-là, de faire travailler nos entreprises, les favoriser dans le cadre des marchés publics. C'est vrai au niveau des régions, mais ça devrait être le cas aussi au niveau de l'État et des grandes entreprises telles que la SNCF qui attribuent des marchés quelquefois à des entreprises qui ne sont pas des entreprises françaises. Et je le regrette. C'est nouveau ce discours au Front National, vous êtes converti au vert? Mais pas du tout, écoutez, vous avez la gentillesse de me poser la question, donc je vous y réponds, mais j'aurais pu vous répondre exactement la même chose il y a plusieurs années déjà. C'est vrai. Alors par exemple, quand on va dans le Nord-Pas-de-Calais, quand Marine Le Pen se remet à reproposer ce fameux projet Canal Seine-Nord, qu'elle avait refusé en 2010 et aujourd'hui elle dit c'est très bien, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Écoutez, moi je suis pas un spécialiste. C'est vrai, je vous pose des questions comme ça. Il vous a pas échappé que j'étais sénateur varois. J'ai bien compris. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je sais que on note qu'il y a un vrai changement. Marine Le Pen s'adapte à la situation locale. Il y a des évolutions permanentes dans ces régions et il faut tenir compte évidemment. Donc vous vous adaptez. Mais évidemment que nous nous adaptons. Nous sommes un mouvement politique qui vit avec son temps, qui s'adapte et nos propositions doivent coller avec le réel et je crois que même nous sommes les seuls à nous adapter véritablement à ces grandes évolutions de notre temps. Alors on va changer un petit peu de sujet. Mardi, le Premier ministre reçoit les parlementaires. Et au menu de cette réunion qu'il veut hebdomadaire, un point régulier sur
l'état d'urgence qui est de plus en plus critiqué, on l'entend très souvent ces derniers temps, le Premier ministre a tenu à rassurer les parlementaires. On voit tout cela avec Jennifer Semet. Le gouvernement s'y était engagé, les parlementaires ont été reçus tout à l'heure pour faire le point. Perquisition, arrestation, modification de la Constitution et surtout état d'urgence, Manuel Valls envisageait ce matin une prolongation au-delà du 26 février. Du côté du groupe socialiste, les sénateurs approuvent. Dans les jours qui viennent, et j'ai affirmé au nom de mon groupe que si, pour les besoins de l'enquête et pour les besoins de la lutte contre le terrorisme, il fallait que l'état d'urgence soit éventuellement prolongé en février, sous réserve de ces précisions, le groupe socialiste et républicain du Sénat soutiendrait le gouvernement dans la prolongation de l'état d'urgence. Pour les Républicains, cet état d'urgence décrété le 13 novembre était nécessaire mais ne doit pas déroger au principe d'un état de droit. La lutte contre le terrorisme, c'est la priorité absolue. Mais elle n'autorise pas toutes les méthodes. Il faut donc que, même dans le cadre de l'état d'urgence, le droit soit respecté sous le contrôle du juge, que ce soit le Conseil d'État ou le juge judiciaire. Le Sénat sera en première ligne. Une mission de suivi de l'état d'urgence pilotée par l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier va débuter ses travaux le 9 décembre. Elle auditionnera notamment ce jour-là le procureur de Paris, François Molins. Parmi les mesures prévues par l'état d'urgence, il y a donc l'assignation à résidence. Certains militants écologistes en ont fait les frais, ce qui a provoqué la colère de Noël Mamère. Bernard Cazeneuve, du coup, a défendu son arsenal devant la représentation nationale. Écoutez. Je ne peux pas accepter que les forces de sécurité aujourd'hui puissent prendre en charge dans l'espace public des casseurs. Je ne l'accepterai jamais et tous ceux qui l'acceptent sur ces bancs, dont M. Mamère qui s'agite, sont dans l'irresponsabilité totale et je tiens à le dire très clairement ici. Pour ce qui concerne les militants écologistes, il n'y en a eu aucun d'assigné. Ceux qui ont été assignés, ce sont des individus violents. Qu'il continue à jouer les hypocrites, qu'il continue son discours schizophrène, mais moi je n'ai pas à répondre à ce monsieur. Alors avant d'évoquer la réunion de Matignon, qu'est-ce que vous évoque cet échange entre Bernard Cazeneuve et Noël Mamère? Est-ce que Bernard Cazeneuve a eu raison de répondre ce qu'il a répondu? Écoutez, le gouvernement a fait le choix, comme il l'avait fait après les événements du mois de janvier, de montrer ses muscles et d'essayer de nous faire croire à une prise de conscience véritable de la situation. Tant mieux si un certain nombre de mesures sont prises, c'est éminemment positif. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on passe de la parole aux actes. Parce que la réalité dans ce pays, c'est qu'il y a à peu près 80 mosquées salafistes, on le sait, et rien ne se passe pour le moment. On attend toujours les actes de ce gouvernement qui... C'est vrai, communique beaucoup, fait beaucoup de déclarations tonitruantes. Et il reçoit les parlementaires, à l'exception des parlementaires du Front National d'ailleurs, à l'exception des parlementaires du Front National, pas que je sache, mais ça n'est pas une surprise pour nous. Nous savons que le gouvernement a la démocratie à deux vitesses. Mais c'était les groupes qui étaient reçus, les représentants de groupes. C'est ça, oui, c'est ça. Bon, avec la proportionnelle que nous rétablirons, le problème sera réglé. Mais toujours est-il que voilà, on attend maintenant des actes, parce qu'encore une fois, la communication c'est bien, mais la parole c'est bien, mais les actes c'est mieux. Je vous le dis, on les attend toujours pour le moment. Est-ce que vous souhaiteriez que l'état d'urgence soit prolongé? Mais probablement ce sera nécessaire, sans doute. Mais si on vous entend bien, c'est nécessaire, mais pas forcément. Mais ça n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est le problème de fond. Et le problème de fond, c'est de se poser la question des frontières et de la sortie de l'espace Schengen. Le problème, c'est de se poser la question générale de l'immigration, la question générale du laxisme pénal que nous subissons depuis des années, qui fait que quand on est condamné à moins d'1 an de prison, aujourd'hui on ne les fait pas réellement. Etc. Ce sont toutes ces problématiques-là qui aujourd'hui ne sont pas abordées et qui mettent en danger les Français. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est que les Français aujourd'hui ne sont plus en sécurité, y compris avec les mesures, malheureusement, de ce gouvernement qui ne sont pas suffisantes. Donc pour vous, l'état d'urgence, c'est pas suffisant, même si on l'instaurait jusqu'à 6 mois? Mais c'est positif, mais ça n'est pas suffisant, car il faut aussi, je vous le dis, renvoyer chez eux les imams qui prêchent la haine
contre les valeurs de la République, contre la France, toutes ces mosquées salafistes prises en main par les extrémistes. Il y a une action du gouvernement sur ça. Il y a, je crois, 4 mosquées qui ont été fermées, 4 ou 5. Il y en a 80 qui sont répertoriées. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre dehors ou pour déchoir de leur nationalité les fichiers S dont on sait qu'ils ont de la sympathie pour l'extrémisme radical? Ça change. Les déchoir de la nationalité, ça changerait quelque chose. Et puis les expulser ensuite dans leur pays parce qu'ils n'ont pas à rester sur notre territoire. Ça n'est pas que symbolique. Quand vous expulsez des gens qui sont des terroristes potentiels, alors vous sécurisez quand même un peu le territoire. Or aujourd'hui, ça n'est pas fait. Comment se fait-il qu'ils aient supprimé des dizaines de milliers de postes dans la police, dans la gendarmerie, baissé les moyens des services de renseignement, aussi bien d'ailleurs sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy que sous François Hollande. On nous dit aujourd'hui qu'il va y avoir quelques centaines de postes supplémentaires créés. Moi, j'appelle à ce qu'on revienne aux effectifs antérieurs à la prise de pouvoir par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire au moins 13 000 postes de plus. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait aller bien au-delà des budgets alloués aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Mais vous inquiétez pas, on peut faire bien des économies avec les déficits, par ailleurs. Ah oui, alors ça, on peut faire bien des économies par ailleurs. Ouais. Et je crois qu'il y a des priorités absolues quand il s'agit de sécurité des Français. Ils attendent, les Français, qu'on assure leur sécurité. C'est le rôle de l'État. Il faut qu'il l'assume pleinement. Au risque de laisser filer le déficit. Mais je vous le dis, je pense que ça n'est pas une question qui doit être prioritaire. On ne négocie pas avec la sécurité des Français. Et croyez-moi, par ailleurs, il y a beaucoup d'économies à faire. Et justement, sur le programme économique, il y a eu pas mal de réactions cette semaine autour du programme économique du Front National. La presse régionale, les milieux culturels, les syndicats sont montés au front contre le Front National, et notamment Pierre Gattaz. C'est le patron des patrons. On voit cela avec Aurélien Romano. À quelques jours du premier tour des régionales, Pierre Gattaz met le feu aux poudres dans une interview dans la presse et enfonce le clou devant les journalistes. Mon problème, c'est pas le Front National. Mon problème, c'est la politique économique du Front National, qui me rappelle la politique de l'extrême gauche et qui me rappelle celle du programme commun de la gauche de 1981, qui nous a conduits dans le mur. Dans son viseur, le programme national du FN, la sortie de l'euro, le retour à la retraite à 60 ans ou encore la hausse du SMIC. Défiée sur son programme économique, la présidente du FN lui répond par sa meilleure arme, l'attaque. S'il est si sûr de lui qu'il vienne débattre avec moi, il ne le veut pas. Voilà, il ne le veut pas parce qu'il n'a rien à dire, parce que les arguments qu'ils utilisent sont des arguments totalement caricaturaux, qui peuvent être démontés en l'espace de 5 minutes. Ils se fondent d'ailleurs sur des travaux qui sont faits par l'UMP, soi-disant des fondations, mais en réalité c'est l'UMP qui est derrière, ou par le Parti Socialiste. Bah c'est bien, UMP, PS, MEDEF, même combat, parfait. Un amalgame entre les Républicains et le MEDEF que son président tente de contourner. La retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, etc., sans faire attention à la baisse des charges, à la compétitivité, à l'attractivité, ça aura un impact sur l'entreprise et la compétitivité de l'entreprise. C'est tout ce dont qui me gêne aujourd'hui. Je m'exprimerai sur le programme politique, je m'exprimerai sur un programme économique. Pas de politique, mais cette attaque du MEDEF fait suite à celle de certains journaux locaux du Nord qui se sont positionnés contre une possible victoire au régional de Marine Le Pen. Bon, alors là, c'est très clair, c'est tous contre vous. C'est le retour de la victimisation du Front National. L'habitude. Ils essayent de préserver les places et les postes qui sont les leurs et qu'ils craignent de perdre à l'occasion de ces élections régionales. Quoi, ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, vous les renvoyez? Mais non, on ne les renvoie pas, mais c'est les Français qui vont les renvoyer. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. Parce que la politique qu'ils mènent depuis des décennies désormais est catastrophique. On entend des leçons d'économie de la part de M. Gattaz et de la part des responsables du Parti Socialiste. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs dans notre pays qu'aujourd'hui, au moment où on parle. Jamais il y a eu une situation aussi délétère en matière économique et sociale dans notre pays. La faute du MEDEF, la faute du Parti Socialiste, la faute de la droite? En tout cas, oui, la faute des mesures et des grandes orientations qui ont été prises par nos élites depuis des dizaines d'années, qui a produit cette situation. Et nous allons nous efforcer, et les Français le savent bien, nous allons nous efforcer au moins de changer le cap économique, de faire en sorte qu'on intègre le patriotisme économique, qu'on fasse en sorte de privilégier et d'aider les petites et les moyennes entreprises. Certes, peut-être pas les multinationales comme le souhaiterait M. Gattaz, mais au moins les petites et les moyennes entreprises qui créent de l'emploi dans notre pays et qui sont absolument écrasées de charges aujourd'hui. C'est ces gens-là que nous souhaitons aider. Ils le savent bien d'ailleurs. Mais vous acceptez d'entendre certaines critiques, y compris évidemment que... Voilà, non mais tout le monde a tort sauf vous, non.
on entend ce qu'ils disent. Simplement, ce que je constate, c'est que leur politique a mené la France à la ruine, a mené à une situation, encore une fois, en termes d'emploi qui est absolument catastrophique. Nous expliquer que nous serions ceux qui allons aggraver la situation, je crois que c'est une plaisanterie. Mais vous faites peur. Regardez, il y a un sondage, Monsieur Racheline, IFOP pour la Provence et Sud Radio. Donc, dans votre région PACA, 56% des interrogés verraient un impact négatif sur l'économie si vous arrivez au pouvoir avec Marion Maréchal-Le Pen. 65% des investisseurs étrangers. Vous faites peur? Non, mais vous savez, je ne crois pas du tout que nous fassions peur. D'abord, au niveau des élections régionales, et si nous prenions demain un certain nombre de régions, restons dans le cadre des compétences. Pourquoi ils nous parlent de sujets nationaux alors qu'on est en plein dans une élection régionale? Ça n'a d'abord Là, on parle aucun de facteurs sens. économiques régionaux. Ensuite, les entrepreneurs sont peut-être 51 ou 52% à croire ce qu'on leur raconte. 56, ça veut dire qu'il y en a une bonne partie qui ne croient pas cette charge un petit peu tonitruante de la part de nos adversaires. Je crois qu'ils paniquent. Voilà la réalité. Je crois qu'ils paniquent, qu'ils sont en train de caricaturer totalement notre programme économique, car en réalité, rien de ce qu'ils disent n'est conforme à la réalité de ce que nous souhaitons. Nous souhaitons précisément baisser les charges pour les petites et moyennes entreprises, essayer de soutenir l'emploi et l'économie dans notre pays. Vous-même, vous allez à la rencontre des acteurs économiques concentrés, notamment des petits patrons. Mais évidemment, je me suis rendu d'ailleurs moi-même à un certain nombre de salons pour discuter avec ces chefs d'entreprise qui nous disent, les petits chefs d'entreprise qui nous disent, la concurrence déloyale avec des entreprises chinoises, roumaines et autres a été créée par l'UMPS, a été créée par ce modèle économique, et il faut en sortir parce qu'il faut aider par priorité les entreprises de notre pays qui aujourd'hui sont abandonnées, sont soumises à une concurrence qui n'est pas supportable. David Rachin, je disais, dites tous contre vous. Écoutez ce que disait le Premier ministre Manuel Valls. Eh bien, dimanche, il ne montera pas, il reculera si chacun fait son devoir, si tous les Français vont voter. Et chacun devra prendre ses responsabilités, à gauche comme à droite, pour empêcher le Front National de gagner une région. Vous lui répondez quoi, Premier ministre ? Mais je lui réponds que ce sont les Français qui doivent décider et que M. Valls, s'il n'est pas d'accord avec ce principe clair qui est celui de la République et de la démocratie, il faut qu'il change de régime et qu'il en fasse en tout cas la proposition. Manifestement, ils ne sont pas aussi démocrates qu'ils veulent bien le dire, en refusant que, par exemple, 20% ou 25% des Français, peut-être 30 demain, soient représentés à l'Assemblée nationale ou puissent gérer des collectivités territoriales comme nous le faisons. Je crois que M. Valls doit s'habituer à la démocratie, doit s'habituer à l'idée qu'il n'y ait pas que des gens qui pensent comme lui. Je pense que ce serait une bonne chose. Maintenant, c'est aux Français de se déterminer. Et les Français, pour en terminer, en ont assez de la magouille électorale entre l'UMP et le PS. Voilà la réalité. Magouille électorale. La magouille électorale. La magouille électorale. Ça revient tout le temps dans votre voix. Oui, mais parce que c'est la réalité. La magouille électorale, c'est ce qui fait que le choix des Français est contourné par des accords, des arrangements. Mais pourquoi ne se présentent-ils pas ensemble dès le premier tour? Les choses seraient extrêmement claires. Là, vous pensez par exemple à la région PACA où les listes Parti socialiste pourraient se désister? Par exemple, parce qu'il est bien évident que si M. Estrosi si M. Estrosi, pas très loin, si M. Estrosi était élu avec les voix de la gauche, il ferait une politique de centre-gauche, tout le monde le sait très bien, et les habitants de la PACA n'en veulent pas de cette politique. Alors que M. Estrosi assume ses responsabilités, se présente dès le premier tour avec M. Castaner, et les Français, les habitants de notre région jugeront. Il en est de même pour les autres régions d'ailleurs. Marine Le Pen estime que le FN est en position d'emporter entre 4 à 5 régions, on parle même de 6. Est-ce que c'est ambitieux ? Moi, je crois que c'est une attente de la part des Français que de voir un véritable changement, que de voir que la hausse des impôts n'est pas une fatalité, que l'insécurité endémique telle que nous la connaissons n'est pas une fatalité, que l'absence de développement économique, l'absence d'aménagement du territoire, de formation, parce que nous pâtissons de cela concrètement dans nos régions, y compris les élus d'ailleurs, avec l'absence de projets ambitieux à cause de la catastrophe socialiste qui a géré nos régions depuis des années. Je crois qu'ils ont soif d'une alternative que nous proposons. Ils ont envie de nous laisser notre chance. C'est une très bonne chose à mon avis. Je voudrais vous faire réagir aux propos de Jean-Christophe Cambadélis qui a dit c'est le retour de Vichy. À l'époque c'était contre les Juifs, maintenant c'est contre les musulmans. Enfin écoutez, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas du niveau. On sait que M. Cambadélis est en difficulté, que son parti va prendre une claque phénoménale aux élections. Ce ne sera pas la première, vous me direz, une claque phénoménale aux élections régionales.
plus personne ne croit à ce genre d'argument pitoyable. Les gens savent bien que nous sommes des élus républicains, attachés à défendre nos territoires. Nous le voyons bien dans les communes que nous gérons d'ailleurs, que nous exerçons avec honneur les responsabilités qui nous ont été confiées. Et je crois que c'est un véritable dérapage scandaleux que de faire de telles accusations. Très rapidement, il y a une donnée importante pour ces régionales, c'est l'abstention. Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous pensez que ça peut vous servir ou pas du tout? Oui, moi je crains l'abstention parce que je suis favorable à ce que les Français soient les plus nombreux possibles à se prononcer. Et c'est toujours regrettable quand on est républicain que de savoir que trop de Français sont dégoûtés par la politique. Pour un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, on peut les comprendre. Parce que ce balancier UMP-PS, UMP-PS, qui ne change rien, qui ne fait que continuer dans une politique qui mène notre pays à la ruine, on peut... Alors, à nous de montrer qu'il y a une alternative possible et à nous de leur faire croire qu'il est possible de faire un véritable changement dans ce pays, enfin. En attendant, je vous propose de revenir à l'actualité parlementaire, puisque mardi toujours, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de modernisation du système de santé, un texte porté par Marisol Touraine, qui suscite depuis des mois la polémique et l'opposition d'une majorité de médecins, notamment la mesure qui instaure la généralisation du tiers payant. David Rachlin, cette mesure est-elle pour vous une mesure de justice sociale, la santé pour tous, le tiers payant? Je crois que c'est une mesure dangereuse. Les professionnels de santé se sont mobilisés. Je crois que le gouvernement ne tient absolument pas compte des réalités de notre pays, des réalités des professionnels qui les alertent pourtant sur ce dossier-là, mais aussi sur beaucoup d'autres. On s'en prend tantôt aux médecins, tantôt aux notaires, tantôt aux uns et aux autres. Je crois que c'est un véritable danger parce que ce sont des secteurs professionnels qui ont besoin de l'aide du gouvernement, qui ont besoin de l'aide des parlementaires. Aujourd'hui, on va les affaiblir. Je crois que c'est extrêmement dangereux. Je vous propose de passer au mercredi. On parlait de l'état d'urgence. On va encore en parler un tout petit peu. L'état d'urgence est sous surveillance au Parlement. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, vont le surveiller de très près. Les deux commissions des lois ont annoncé qu'elles allaient mettre en place ce qu'on appelle une veille parlementaire. Les détails avec Thibault Le Floch. C'était une condition sine qua non pour les parlementaires, pouvoir contrôler en temps réel l'action du gouvernement sous l'état d'urgence. Pour cela, Jean-Jacques Urvoas propose que la commission des lois dispose pendant 3 mois des mêmes pouvoirs qu'une commission d'enquête. Toute personne dont nous jugerons l'audition utile sera tenue de déférer à la convocation de la commission des lois. Tous les renseignements de nature à faciliter notre mission devront nous être fournis. Nous serons ainsi habilités à nous faire communiquer tous les documents de service. Et les parlementaires vont avoir du travail au vu des chiffres dévoilés par Bernard Cazeneuve après quasiment 3 semaines d'application de l'état d'urgence. Nous avons procédé à 2235 perquisitions depuis le début de l'état d'urgence. Ces perquisitions ont permis 263 interpellations qui ont conduit à 232 gardes à vue. Ce que nous voulons savoir, c'est si toutes ces perquisitions sont vraiment justifiées. Il faut qu'on puisse avoir des remontées précises. On a ouvert un site pour cela, pour contrôler, pour vérifier la justification de ces perquisitions. Le suivi de l'enquête des parlementaires est à retrouver sur le site internet de l'Assemblée nationale avant la publication d'un rapport parlementaire dans 3 mois. On sait bien qu'ils le mettent sous surveillance de la part des parlementaires, c'est le travail législatif. C'est le travail des parlementaires que de surveiller l'état d'urgence. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des dérives ? Pas de la part de l'État, pas de la part du gouvernement, pas de la part des services de police. J'ai vu en revanche de vraies dérives de la part d'un certain nombre de mouvements d'extrême gauche qui n'ont pas hésité à saccager un certain nombre d'endroits, y compris de souvenirs, dans les rues de Paris au moment de la COP 21, avec des manifestations absolument scandaleuses que l'État n'a pas été capable de juguler, ce qui en dit long sur l'inquiétante situation que nous vivons aujourd'hui. Pourtant, ils les mettent sous surveillance, ils les ont mis manifestement, ça n'est pas suffisant. Et moi, je crois qu'il faut dissoudre ces mouvements extrémistes qui mettent à feu et à sang un certain nombre de nos communes. Et alors, il faudrait profiter de l'état d'urgence pour les dissoudre ?
Écoutez, moi, état d'urgence ou non, il faut dissoudre ce genre d'organisations extrémistes qui mettent en péril la sécurité des Français, comme on l'a vu encore ces jours-ci. C'est clair. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'instaurer ce contrôle en temps réel que réclament les parlementaires quand il s'agit d'une mesure exceptionnelle comme l'état d'urgence? Oui, oui. C'est possible, le contrôle est compatible? Oui, moi je crois que ce contrôle est utile. Je crois que ce contrôle est utile, que les parlementaires, qui sont les représentants des Français, doivent savoir ce qu'il se passe exactement. Ça ne veut pas dire que l'État doit leur demander l'autorisation systématiquement. Il faut qu'il y ait un équilibre qui se crée, mais le contrôle est utile. Maintenant, encore une fois, ça n'est pas vraiment le sujet. Le véritable sujet, c'est qu'attend le gouvernement pour aller plus loin, plus vite, plus fort, pour rétablir la sécurité dans notre pays. Pour l'instant, on en est loin, puisque je vous rappelle que rien n'a été fait, je vous le disais tout à l'heure, ni sur l'immigration. Les 3 millions de migrants annoncés par l'Union européenne, par la Commission européenne, vont-ils venir sur le territoire comme c'était prévu, puisque le gouvernement n'a pas réagi sur ce sujet? Voilà, on attend des réponses maintenant précises, on les attend toujours. Et par rapport aux groupes, aux personnes très radicalisées qui font l'objet de fiches S, vous proposez quoi de plus La déchéance de la nationalité pour les binationaux, l'expulsion. Ça va être fait avec la révision. Et c'est la gauche qui le propose. Ça va être fait, donc ça n'est pas fait. On attend toujours. Faire passer ça par une réforme constitutionnelle. Non, mais il n'y a pas du tout besoin. Et alors là, je vous le dis clairement, il n'y a pas besoin du tout d'une réforme constitutionnelle pour le faire. Ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines qu'on attend qu'ils le fassent. Pourquoi ne le font-ils pas aujourd'hui? C'est la question que je pose. Comment se fait-il qu'on soit encore obligé d'attendre avant de déchoir de leur nationalité ces fichiers, avant de sortir de Schengen et de rétablir véritablement nos frontières, avant de fermer les mosquées salafistes qui sont au nombre de 80 sur notre territoire et qui sont encore ouverts? Donc ça va pas assez loin sur les mosquées. Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça ma question. Mais les gens se radicalisent aussi, on le sait, dans des lieux qui sont autres que les mosquées, puisqu'ils savent qu'ils sont très surveillés. C'est surtout dans les mosquées. Oui, mais apparemment aussi ailleurs. Vous le savez bien. Et quand c'est ailleurs, il faut rendre leurs moyens aux services de renseignement de notre pays pour qu'ils puissent faire un travail efficace. C'est l'essentiel, le renseignement dans ces domaines-là. Il faut donc que le gouvernement alloue des moyens supplémentaires à nos services de renseignement. Et puis, une fois qu'on a des gens... Écoutez, j'étais sur un plateau la dernière fois où une responsable du Parti socialiste me disait « Oui, mais l'avantage avec les fichiers S, c'est qu'au moins, on peut les surveiller. » Mais enfin, entre-temps, parfois, ils font des attentats. Et donc, il faut prendre un certain nombre de mesures pour les mettre hors d'état de nuire. La surveillance n'est pas suffisante. Ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas, non, parce que quand leur lien avec l'islamisme radical est avéré, il faut les mettre hors d'état de nuire. En prison ou les expulser s'ils sont étrangers. En amont, bien sûr, avant qu'ils fassent des attentats si possible, oui. Je vous propose de quitter un petit peu l'état d'urgence pour quelques instants. En tout cas, parler de toute autre chose. Les enfants de chômeurs peuvent-ils être privés de cantine? C'est la question que se posent en tout cas certaines municipalités qui ne réservent pas de restauration scolaire aux élèves dont les parents travaillent. Une proposition de loi pour lutter contre cette pratique a été rejetée par le Sénat. Les explications de Nathalie Guiouard. La cantine pour tous, ce n'est pas encore pour tout de suite, en tout cas au Sénat. Ce matin, la Commission a donné un avis défavorable au texte visant à garantir l'accès de tous les enfants dans les cantines. Certaines communes refusent les enfants de chômeurs, faute de place ou par souci d'économie. La priorité est donc donnée aux enfants des parents qui travaillent. Un fonctionnement discriminatoire que dénonce David Assouline. Il faut absolument la République une et indivisible sur ses principes fondamentaux. Le principe fondamental de l'égalité d'accès, là c'est pas un enfant, c'est pas une question de mérite, c'est pas une question de comportement, c'est une question, on le refuse pour des raisons financières. Et les enfants, selon qu'ils aient des parents qui aient les moyens ou pas, vont être rejetés. On ne dispose d'aucun chiffre officiel sur les communes concernées. La dernière enquête date de 2011 du journal Le Monde. 37 communes restreignant l'accès à la restauration collective sur des critères parentaux y étaient recensées. Mais pour la droite, il est inutile de légiférer sur ce sujet. Il y a des communes qui n'ont pas la possibilité financière de le faire et ça serait de donner un mauvais signal aux communes de les obliger de faire cela. Je crois que c'est un faux problème, c'est un faux débat, c'est encore le débat politique de dire certains partis politiques ont du cœur, d'autres n'en ont pas. Je crois que c'est pas ça, je crois que c'est une prise de position réaliste. Aujourd'hui, ce texte est inutile, il est d'une grande générosité au départ, mais il est dangereux finalement parce que les maires en ont un peu ras-le-bol. Une proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée au mois de mars. Le texte sera discuté en décembre au Sénat. David Rachine, cette pratique a-t-elle lieu chez vous, à Fréjus, dont vous êtes le maire?
Écoutez, le véritable problème aujourd'hui, c'est que les collectivités territoriales traversent une période particulièrement difficile parce que l'État a passé son temps ces dernières années, aussi bien d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy que sous François Hollande, à faire des économies sur le dos des collectivités territoriales. Si bien qu'elles sont en grande difficulté et que... Ça explique qu'on ne mette pas les enfants à la cantine. Et que parfois, quand il n'y a plus de place, on soit obligé de refuser un certain nombre de personnes ça ne vous choque pas sur des critères. Mais il est bien évident que si on avait la place nécessaire, on accepterait l'ensemble des élèves. En tout cas, moi, si la place est disponible, alors je ne fais pas de distinction entre les uns et les autres. Je répète ma question, cette pratique a-t-elle lieu chez vous ? Mais, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas passer son temps à exiger toujours davantage de la part des mairies et de la part des collectivités territoriales sans leur donner les finances. La proposition de M. Assouline, pourquoi pas, accueillons tout le monde au sein de nos cantines, mais qu'ils nous donnent les moyens pour le faire. Or, aujourd'hui, ils passent leur temps. La ville de Fréjus, c'est 1,5 million de dotations en moins chaque année. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté économique et financière, budgétaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec les rythmes scolaires qui ont coûté 400 000 euros pour une commune de 50 000 habitants, ça fait déjà 2 millions d'euros de la seule responsabilité de l'État. S'il nous donne les moyens pour parfaire notre politique, j'allais dire, et à ce moment-là, nous le ferons. On a entendu les sénateurs LR, les Républicains, qui disaient que ce n'est pas une question de cœur ou pas. Mais non, c'est d'argent. C'est une question budgétaire. Évidemment, si l'ensemble des municipalités pouvaient accueillir l'ensemble des élèves, on serait les premiers ravis. Mais chez vous, c'est le cas. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problématique avec cela dans ma ville. En tout cas, aujourd'hui, je crois qu'on accueille tous ceux qui le souhaitent. En revanche, je comprends qu'il y ait des petites communes dans lesquelles il n'y ait pas de salle suffisamment grande ou de possibilités budgétaires d'en accueillir davantage, alors que l'État aide ces collectivités. Et à ce moment-là, on en reparlera. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il faut arrêter d'en demander toujours davantage aux collectivités. Alors, on revient aux questions parlementaires, puisque jeudi, il est question de révision de la Constitution. On en parlait il y a un instant. Le projet de révision constitutionnelle sera donc présenté en Conseil des ministres le 23 décembre, la veille du réveillon de Noël. Il sera auparavant examiné par le Conseil d'État. Ce texte doit consolider l'état d'urgence. Il prévoit également la déchéance de nationalité. Stéphanie Despierres. À l'heure actuelle, l'état d'urgence est régi par une loi de 1955. Avec les révisions constitutionnelles, ces modalités d'instauration ne changent pas. Ce sera toujours par décret présidentiel. Selon le projet du gouvernement, la Constitution ne donne pas de durée maximale pour l'état d'urgence. C'est toujours la loi qui en fixera la durée. En revanche, les mesures administratives qui en découlent ne pourront pas s'exercer au-delà de 6 mois. À droite comme à gauche, les députés se préparent à un long combat contre le terrorisme. À l'évidence, la menace terroriste islamiste, qui est très élevée aujourd'hui, elle sera encore très élevée le 26 février, au moment où l'état d'urgence expirera. Est-ce qu'il faut prolonger l'état d'urgence? C'est un débat qu'on devra avoir dans les semaines à venir. À l'évidence, on aura encore besoin de moyens opérationnels, juridiques, pour les préfets, pour les policiers. Parmi les autres mesures figurant dans le projet de révision constitutionnelle, la déchéance de nationalité. Elle existe déjà pour les binationaux qui ont acquis la nationalité française. Elle sera étendue aux binationaux qui sont nés français. D'ores et déjà, cette idée fait bondir une partie de la gauche. C'est une première entaille au droit du sol. Franchement, je vous le dis, je ne pensais pas que la gauche serait capable de faire ça. C'est non seulement insupportable, mais c'est indigne de ce que la gauche a porté pendant tant d'années. Le débat ne sera pas de savoir si on a retiré au terroriste ou pas. Le débat sera de savoir si quand on est un binational, on est vraiment un Français. C'est ce que l'extrême droite nous serine depuis des années en disant que non. Bon. Donc si nous on met le doigt dans cet engrenage, on ne s'arrêtera pas. C'est pour ça que moi je suis radicalement contre. Le gouvernement devrait présenter sa réforme constitutionnelle en Conseil des ministres le 23 décembre et au Parlement en janvier. Pour être adoptée, elle doit être votée par les 3/5 des parlementaires. David Rachid, avant de vous interroger sur la révision constitutionnelle, je vous présente Jim Jarassé. Bonjour Michael. Notre partenaire Bonjour. Cannes. Je vais vous poser quelques questions dans un instant. Katia. Voilà, alors d'abord sur cette révision constitutionnelle, donc projet de loi à présenter en Conseil des ministres avant la fin de l'année. Ensuite, au mois de janvier, est-ce que vous êtes prêt à aller au Congrès à voter cette révision constitutionnelle? Attendons de savoir ce qu'il y aura concrètement dans cette réforme. Alors, on en connaît déjà les mesures principales. Encore une fois, il m'apparaît que c'est beaucoup de communication, on discute beaucoup, on parle beaucoup, ce qui fait réagir d'ailleurs aussi la gauche. On voit que certains ne sont même pas prêts à assurer la sécurité des Français, y compris dans les amis actuels du gouvernement ou dans ceux qui le soutiennent, on l'a vu à l'instant. La réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures
je les ai évoqués tout à l'heure, qu'il faudrait prendre immédiatement. Or, on ne les prend pas. On attend de faire encore davantage de communication. Tout ça est bien gentil, mais ça ne sécurise pas notre pays. Je reviens un instant sur la question de la binationalité. Tout à l'heure, on entendait Noël Mamère ou un autre député qui parlait de la fin du droit du sol. Oui. Ça serait la fin du droit du sol, selon vous? Non, mais d'abord, je ne crois pas que ce soit la fin du droit du sol. Moi, je suis partisan de la fin du droit du sol. Donc, ça serait déjà je suis partisan d'une réforme de la nationalité. Je pense que la nationalité s'hérite ou se mérite. C'est extrêmement simple. Une personne qui ne pose aucune difficulté à notre pays doit pouvoir acquérir, bien sûr, la nationalité française. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est donnée massivement à des gens qui, dans bien des cas, ne la méritent pas. C'est le véritable problème. Les binationaux sont français à part entière? Mais oui, tant que la binationalité existe, ils disposent, ils ont la nationalité française. Moi, Pascal Cherki, député qu'on a entendu, nous au gouvernement, vous ne considériez pas comme français? Nous, mais n'importe quoi. On considère l'ensemble des Français comme des véritables Français, ça ne fait aucun doute. En revanche, il est vrai que nous proposerons de faire en sorte qu'ils choisissent. À un moment donné, parce que nous sommes contre la binationalité par principe, parce que c'est dangereux évidemment, nous leur poseront la question de savoir laquelle des deux nationalités ils veulent choisir. Je pense que c'est utile à la sécurité des Français et que c'est une clarification nécessaire. Comme on n'a qu'une seule mère, on n'a qu'une seule patrie. Il y a une surenchère un peu qu'on observe sur les questions de sécurité. Est-ce que vous êtes surpris ou satisfait que François Hollande reprenne une partie de vos idées, des idées du Front National sur ces questions? Encore une fois, il y a un certain nombre de propositions de bon sens qui ont été faites par le président de la République et c'est tant mieux. Et aussi par le Premier ministre. Mais les déclarations d'intention, les paroles ne sont pas suffisantes. Il faut passer maintenant aux actes. Il faut réformer la politique pénale. Il faut Jean-Luc Mélenchon dit que c'est une victoire idéologique de Marine Le Pen. Mais évidemment, écoutez, nous avons dit ce qui est dit aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Oui, nous avons dit ce qui est évoqué parfois aujourd'hui par le gouvernement pendant des dizaines d'années, sous les insultes, parfois en étant menacé de procès. Et aujourd'hui, on s'aperçoit finalement qu'on est devenus des gens tout à fait extraordinaires. J'espère que les Français vont se rendre compte de la complicité de l'ensemble de la classe politique dans ce dossier. On va voir ça tout de suite avec la loupe du scan. Jim, c'est à vous. David Rachin, on va reparler un peu des élections régionales. Mardi soir, vous étiez à Toulon pour assister au meeting de Marion Maréchal Le Pen, qui est candidate Front National dans la région PACA. Alors, vous parliez il y a quelques secondes de ce qu'est être français. Justement, elle a voulu énumérer un peu les critères que doivent, selon elle, respecter les musulmans pour être considérés à ses yeux comme français. Par exemple, je cite, se plier aux mœurs et aux modes de vie que l'influence grecque, romaine et 16 siècles de chrétienté ont façonné. Elle a aussi critiqué ceux qui vivent en djellaba. Quel rapport avec les compétences du Conseil régional, David Racheline? Ouais, on a parfaitement le droit, dans le cadre d'un meeting politique, de parler de ce dont on a envie. Tout à l'heure, vous disiez, restons dans le cadre des compétences. Y compris de ce qui intéresse les Français. Marc-Étienne Lansade, quelques minutes avant, qui est notre tête de liste dans le Var, parlait des compétences régionales, de l'économie, du développement économique. Et Marion a fait une analyse plus générale. Vous savez pourquoi? Parce que les Français attendent des solutions suite à ce qui s'est passé dans notre pays. Et je crois que nous en apportons, qu'elle en apporte, elle aussi, un certain nombre. Donc, alors, ces propos, ils ont quand même pas plu à tout le monde au sein du Front National. On a entendu Valrand de Saint-Just, notamment, qui est candidat Front National en Ile-de-France. Il a dit « Ces propos sont inutiles. Moi, j'essaye d'embrasser tous les êtres humains qui habitent sur le sol de la région que je voudrais diriger. » Ça vous inspire un commentaire? Ça m'inspire pas de commentaires particuliers, si ce n'est que chacun est libre de porter le message qu'il souhaite. Nous ne sommes pas dans une secte au Front National. Il n'y a pas de ligne divergente au sein du Front politique National ouvert. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'au Front National, on considère l'ensemble des Français comme des Français à part entière. Mais c'est pas parce qu'on a dit ça comme préalable qu'il faut éviter le débat sur l'avancée des communautarismes et le recul de notre République dans un certain nombre de cas, l'avancée de revendications politico-religieuses qui essayent de transgresser parfois la loi de la République. On doit se poser ces questions, on doit lutter pour davantage d'assimilation, on doit rappeler quelle est l'identité de notre pays, cette identité nationale qui doit être partagée, en effet, Marion Maréchal Le Pen a raison là-dessus, par l'ensemble de nos compatriotes et respectée à minima par l'ensemble de nos compatriotes. Il y a des points de vue différents au sein de votre parti sur cette question. Mais non. Également sur la question du planning familial, Marion Maréchal Le Pen a annoncé qu'elle supprimerait les subventions au planning
parce que, je cite, ça apporte une approche banalisée de l'avortement. Marine Le Pen, elle n'est pas du tout d'accord, elle dit « J'estime avoir des choses beaucoup plus importantes à faire » et elle ne prévoit donc pas de supprimer les allocs. Vous avez choisi votre camp, vous, David Rachid? Le principe est le suivant. Chaque candidat s'adresse aux habitants de sa région et lui propose un projet. On n'est pas obligé de dupliquer systématiquement le même projet à l'attention des habitants de sa région. Il faut supprimer les subventions. Il y a un certain nombre de situations spécifiques dans nos territoires qui verront des propositions économiques en matière de formation qui ne seront pas les mêmes, par exemple, qui ne seront pas les mêmes en PACA que dans la région Midi-Pyrénées. Par conséquent, chaque candidat est libre de faire les propositions qu'il souhaite. Je ne crois pas, à titre personnel, que ce soit en effet la priorité absolue, mais chacun est libre et chaque position de chaque candidat doit être respectée. Alors, un autre élu proche du FN a fait parler de lui cette semaine. Il s'agit de Robert Ménard. Il était présent à Toulon aussi mardi. Le maire de Béziers a proposé la création d'une garde biterroise, je cite encore, sorte de milice composée d'anciens policiers, d'anciens pompiers, pour suppléer à la police municipale. Le préfet vous feriez la même chose, vous, à Fréjus? Vous savez, il y a des règles. Vous savez, on est dans un état de droit. Donc, si le préfet, si l'État lui donne l'autorisation pour le faire, qu'il le fasse. La préfecture s'est prononcée contre le projet. C'est ce que j'allais vous dire. Le préfet, il se trouve que le préfet lui a écrit pour lui dire qu'il n'était pas d'accord avec cela. Donc, il n'y aura pas de garde biterroise. Il y a un état de droit. La République est une et indivisible. La loi est respectée. Le préfet a dit quelle était la position de l'État. Les choses sont claires. Il n'y aura pas plus que cette chez garde. vous. Maintenant, n'évitons pas le débat. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Robert Ménard? C'est alerter les Français sur la problématique de la sécurité dans nos communes. Parce qu'à force de nous supprimer des dotations telles qu'ils le font, 1,5 million, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ma commune, eh bien, on fait des investissements, on fait moins d'investissements qu'avant, on ne peut plus avoir des effectifs suffisants en termes de police municipale, on manque de moyens. Appel au privé. Et on ne fera pas appel au privé, on essaiera d'augmenter les moyens, en tout cas dans nos villes, de la police municipale, mais ça n'est pas évident parce qu'on manque de soutien financier et l'État là-dessus porte une grave responsabilité. Jim, 1 minute. Dernière question, on ne l'avait pas vu depuis longtemps, Jean-Marie Le Pen a fait son retour médiatique cette semaine dans une interview. Il a appelé à voter pour tous les candidats Front National, y compris Florian Philippot, qui était quand même son ennemi juré des derniers mois. C'est quoi? C'est la hache de guerre est enterrée entre Jean-Marie Le Pen et le Front, ou alors est-ce que c'est un appel un peu nécessaire du père fondateur? Vous savez, dans les mouvements politiques, il peut y avoir des difficultés à surmonter. Marine Le Pen avait dit un certain nombre de désaccords avec Jean-Marie Le Pen. Elle a osé le faire avec la plus grande clarté, parce qu'on devait la clarté aux Français. Maintenant, Jean-Marie Le Pen est un homme responsable et il sait bien que c'est pour le Front National qu'il faut, derrière le Front National, qu'il faut être pour redresser ce pays. Il n'est pas le seul d'ailleurs, parce qu'avec lui, manifestement, il y a 30% des Français qui partagent cette analyse. Ça ouvre la porte à un nouveau rapprochement entre Jean-Marie Le Pen et écoutez, je ne sais pas, je ne crois pas. En tout cas, juste une circonstance électorale ce qui est certain, c'est que ceux qui veulent redresser ces régions, ceux qui veulent porter une politique alternative aux responsabilités, ceux qui veulent sortir des errances de la droite et de la gauche au pouvoir depuis des dizaines d'années, doivent voter pour le Front National à ces élections régionales. Je pense que c'est clair. Merci, ce sera le mot de la fin de David Rachlin. Merci d'avoir été l'invité de Parlement. Merci à vous de votre invitation. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de suivre la soirée électorale sur les chaînes parlementaires, 19h30 dimanche. Bonne soirée.